fois Z. C'est pour cela que j'ai gardé les deux en gras. Mais vous pouvez l'écrire avec ou sans gras. Ici, c'est la même chose. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Ici, je suis en train de vraiment calculer ce vecteur, calculer vraiment le produit scalaire. C'est bon, la personne qui m'a demandé la question? Ouais, c'est nickel, merci. Si maintenant je vous demande, le rotationnel, c'est nabla, point au vectoriel, le vecteur. Vectoriel, hein. Vectoriel. Très bien, c'est-à-dire le rotationnel est un vecteur, est une opération que je fais sur un vecteur et qui va me donner un vecteur. On se rappelle toujours de ça. Et la divergence, c'est nabla scalaire d, c'est-à-dire c'est un vecteur que je vais l'appliquer sur un autre vecteur pour donner un nombre scalaire. On se rappelle toujours de ça. Très bien. Maintenant, H1 est de la forme H1 exponentielle de J oméga T moins K1 RR. Donc, d rond H1 sur d rond T, si je vais dériver ça par rapport à T, je vais faire la dérivée partielle par rapport à T. D rond H1 par rapport à d rond T, c'est J oméga H1. Or, E est suivant X. La propagation est suivant Z. Alors, forcément, obligatoirement, B ou H sont suivants Y. C'est ça le rotationnel. Le rotationnel m'a dit que B et E sont perpendiculaires. Et je sais que E est perpendiculaire à la propagation et B est perpendiculaire à la propagation. Alors, si E est suivant X, la propagation est suivant Z, forcément H ou B est suivant Y. Est-ce que c'est bon? Oui ou non? Ouais, vite fait, hein. Vite Vous fait. pouvez expliquer, s'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas tout capté. Oui, je vais réexpliquer, je vais dessiner. En fait, ça c'est X, Y, Z. Ce qu'on m'ont dit, E est suivant X. La propagation est suivant Z. Oui ou non? Or, moi je sais que E est perpendiculaire à B. E est perpendiculaire à la propagation. B est perpendiculaire à la propagation. Ça, on le sait. D'accord? Alors, si E est suivant X et la propagation est suivant Z, alors forcément B est suivant Y. Ok, je vois, c'est plus clair comme ça, merci. C'est clair? C'est plus clair, on va dire. Plus clair, d'accord. C'est comme ça qu'on va savoir que c'est ici Y. Alors, c'est ça les lois de Maxwell. Les lois de Maxwell me donnent plusieurs choses. Ils me disent que E va créer B, B va créer E. Ils vont me dire que toujours E et B sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Et toujours, j'ai ça, c'est la propagation. J'ai ça, mon E. Forcément, ça va être mon B ou mon H. C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, donc d rond H1 par rapport à T est égal. Si je vais faire la dérivée partielle par rapport à T, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que c'est J oméga fois H1. Maintenant, d rond E1 X par rapport à d rond Z, suivant la direction Y, est égal à moins J oméga mu H1, implique que H1, en fait ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de calculer H1. Or,
j'ai des ronds E sur des ronds T. D'après les équations de Maxwell, si vous voyez les équations de Maxwell, on voit que rotationnel de H est égal à epsilon des ronds E sur des ronds T et le rotationnel de E est égal à moins U des ronds H sur des ronds T. Alors, des ronds H sur des ronds T, je l'ai. Je suis maintenant en train de calculer le H. Je sais que je peux, d'après les équations de Maxwell, trouver le H en fait. Je fais des ronds E1 X par rapport à des ronds Z suivant la direction Y car H est suivant la direction Y est égal à moins J oméga mu H1 implique que H1 est égal à moins 1 sur J oméga mu des ronds E1 de X par rapport à des ronds Z. Et je fais des ronds 1 de X par rapport à des ronds Z. Qu'est-ce que je vais avoir? Tout le monde regarde l'expression de E1. E1, c'est E1 exponentielle J oméga T moins K1Z. Si je vais dériver ça par rapport à Z, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins JK1 fois E1 vecteur suivant la direction Y. Fois E1 suivant la direction Y. Alors, H1 est égal à 1 sur oméga mu K1 E1 exponentielle de J oméga T moins K1Z Y. Et B1 est égal à mu H1, je fais fois mu, je vais avoir B1. H1 et B1. Ici, c'est-à-dire, pour, pour faire un résumé, comment on procède? Je trouve de quelle forme est H1. H1, si E a la forme d'un exponentiel, alors forcément, H doit avoir une forme d'exponentiel. Je peux savoir la direction R d'après les équations de Maxwell. Si la propagation est suivant Z, E est suivant X, alors forcément H est suivant Y. Et maintenant, je fais des ronds H1 sur des ronds T. Quand je fais des ronds H1 sur des ronds T, je peux remonter aux équations de Maxwell pour trouver l'expression de H1. Est-ce que c'est clair? Monsieur, moi je comprends pas pourquoi on remplace pas E1 exponentielle J oméga T moins K1Z par E1 tout court, hein. Pourquoi quoi? S'il vous plaît, je n'ai pas. Si on remplace pas tout ça Genre, par. ouais, par un an, bah, l'autre membre, genre E1 facteur d'exponentielle, le truc. Pourquoi Oui. on remplace pas ça par E1? En fait, car ça, c'est l'amplitude et E1 est défini si je vais le remplacer E1 par vecteur. E1 est suivant X. Je ne peux pas vraiment le remplacer. E1 est suivant X. Moi, ici, je suis en train de prendre vraiment seulement l'amplitude. Ça, on ne doit pas le voir comme E1. Ça, c'est une grandeur. Ah non, mais ok, je pensais que c'était. En fait, j'ai oublié que c'était selon X, ok. Vous avez compris? En fait, c'est Ouais, vraiment ça. ouais, ouais. C'est une grandeur, c'est une amplitude qu'on a appelée E1. Mais je pouvais l'appeler A. En fait, moi, je préfère qu'on l'appelle A pour ne pas se tromper. Mais c'est la question qu'il a donnée E1. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste rappeler quel vecteur est perpendiculaire auquel... Enfin, c'est E perpendiculaire à H, c'est ça? Très bien, je vais le rappeler. Ok, puisque vous l'avez écrit tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps d'écrire. Merci. Ne vous inquiétez pas. On a toujours que E est perpendiculaire à B. Et quand je dis B, je veux dire H. Et quand je dis E, je dis D. Est-ce que c'est bon? Regardez. Oui. E, D. B, H. E est perpendiculaire à B. E est perpendiculaire à la propagation et B
est toujours perpendiculaire encore à la propagation. Et tout ça, ce sont des vecteurs. Ok, merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde a noté ça. S'il vous plaît, ça c'est très important. Tout le monde a écrit ça? Oui. Oui, monsieur. Quelqu'un a demandé une question? Très bien. Et tout le monde écrit ça encore. Rotationnel de E, pour ne pas se tromper, est égal à nabla vectoriel de E. Divergence de E, c'est nabla scalaire de E. En fait, tout au long de ce TD, je vais vous donner des petites remarques pour l'écrire. Ce sont très bonnes pour l'examen. En fait, c'est bon pour rafraîchir la mémoire. Maintenant, troisièmement, déterminer les équations de propagation des champs électriques et magnétiques. Dans le groupe précédent, ils m'ont demandé pourquoi on doit trouver les équations de propagation. On a les équations de Maxwell. En fait, les équations de Maxwell ne me donnent pas l'équation de propagation d'une onde. Les équations de Maxwell, qu'est-ce qu'elles me donnent? Les équations de Maxwell me disent que E crée B, B crée E. Maintenant, je dois trouver l'équation de propagation de E et l'équation de propagation de B. Est-ce que c'est clair? Oui. Ouais. Très bien. L'équation de propagation. Comment on fait les équations de propagation? En fait, toute équation de propagation d'une onde, c'est quoi? C'est delta de E est égal à moins 1 sur V carré d rond carré E carré sur d rond T carré. C'est quoi ça? La dérivée seconde spatiale est égale à moins 1 sur la vitesse de propagation fois la dérivée seconde temporelle. C'est toujours comme ça. C'est ça l'équation de propagation de toute onde, peu importe l'onde. C'est toujours comme ça qu'on l'écrit. Sur V carré. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette équation, mais ça, c'est l'équation de propagation de toute onde, peu importe l'onde. Que ce soit une onde magnétique, électrique, mécanique, c'est ça l'équation de propagation. Est-ce que c'est bon? Et c'est ça ce qu'on va trouver pour E et pour B. Ça va, c'est clair? Très bien. Maintenant, comment on fait? En fait, j'ai les 4 équations de Maxwell. J'ai une équation qui me dit que rotationnel de E est égal à moins mu d rond H sur d rond T. Et j'ai une autre qui me dit que le rotationnel de H peut être trouvé en fonction de E. Qu'est-ce que je vais faire alors? La chose logique de penser, je dis, je vais appliquer un rotationnel sur un rotationnel pour E. C'est-à-dire, je vais faire rot de E1. C'est-à-dire, j'applique un rotationnel sur la troisième équation de Maxwell. Rotationnel de 3 des équations de Maxwell. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Rot de E est égal à grade div de E1 moins delta de E1. C'est quoi le delta? Qui peut me dire c'est quoi le delta? C'est le Laplacien. Très bien, c'est quoi le Laplacien? C'est les dérivées secondes. Très bien, le Laplacien c'est nabla, scalaire de nabla. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne d rond sur d rond x carré plus d rond sur d rond y carré plus d rond carré sur
d rond z carré. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Et c'est ça le Laplacien. Excusez-moi, Alors, vous avez mis le Laplacien, c'est égal à nabla, scalaire nabla? oui, c'est ça. Ok, merci. C'est la définition du Laplacien. C'est nabla scalaire nabla. C'est-à-dire, j'applique une première dérivée partielle et puis j'applique une deuxième dérivée partielle. Mais or, divergence de E est égale à 0. Alors, le grade de 0 est égal à 0. Ça me donne que le rot de E1 est égal à moins Laplacien de E1. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai que le rotationnel de E1 lui-même est égal à moins mu d rond h sur d rond t. Et j'applique le rotationnel. C'est égal à moins mu par d rond h sur d rond t. J'ai déjà trouvé l'expression de h. Je peux remonter que c'est j oméga par h1. Et je vais appliquer le rotationnel. Est-ce que tout le monde comprend ce qu'on est en train de faire? Non, Oui. perso, je vois pas de ouf. Quoi? Je comprends pas tout à fait. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Lucas? Vous avez dit pourquoi on fait ça et moi je comprends pas trop pourquoi on En fait ça. fait, je suis en train de faire ça car ça paraît logique en fait. Je dois trouver. Je t'ai dit l'équation de propagation, c'est quoi? C'est delta de E est égal à moins 1 sur V carré d rond carré de E sur d rond t carré. Et du coup, C'est ça l'équation de propagation. Ce n'est pas ça ce que j'ai dit? du coup, le delta de la propagation, c'est le même que le Laplacien? C'est le Laplacien, exactement. Ça, c'est le Laplacien ici. Ok. Ce n'est pas le même que le Laplacien. Quand on voit delta dans une équation, ça veut dire que c'est le Laplacien. Est-ce que c'est bon? Ah oui, ok. Tout le monde a noté ça, oui ou non? S'il vous plaît. Oui. Une seconde, s'il vous plaît. Très bien. Que tout le monde note ça. C'est ça la forme de l'équation. C'est-à-dire, je dois arriver à cette forme. Est-ce que ça ne me paraît pas logique de faire un rotationnel? Très bien. Maintenant, j'ai un moins j oméga mu rotationnel de H1. Or, rotationnel de H est égal à epsilon d rond E sur d rond T. Donc, j oméga epsilon mu d rond E1 sur d rond T est égal à delta 1. Tout calcul fait, ça me donne que delta E1 plus oméga carré epsilon mu est égal, E1 est égal à 0. Ici, pourquoi j'ai obtenu E1? Car ça, c'est le d rond. Ça, tout ça, c'est le moins 1, c'est le 1 sur V carré, d rond carré de E sur d rond T carré. Si vous allez faire le calcul, trouvez E, c'est quoi E en fait? On est en train de dériver un exponentiel. La dérivée seconde revient à E1 initial. Et la dérivée, ce que j'ai obtenu de la dérivée, c'est le 1V carré. Est-ce que tout le monde a compris? Ouais. Oui ou non? Ouais.
Très bien. Pour H, on va faire exactement la même chose. Mais ici, au lieu de faire, ici, on a fait le rotationnel de l'équation 3. Ici, on fait le rotationnel de l'équation 4. Ici, on fait le rotationnel de l'équation 4. C'est seulement ça la différence. Équation 3 de Maxwell. Ici, on fait le rotationnel de l'équation 4 de Maxwell. Mais c'est exactement la même chose. On est en train de penser exactement de la même façon. Je vais faire rot de H. Cette formule est à mémoriser. Le rotationnel du rotationnel d'un vecteur est égal à grade div de ce vecteur moins delta E de ce vecteur, moins Laplacien de ce vecteur. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. En fait, à titre d'exemple, à titre de devoir, je vous demande de refaire ça chez vous, de repenser de zéro. En fait, quand on voit la solution, c'est simple. Repensez chez vous, troisièmement. Envoyez-moi ça, vous scannez ça, vous l'envoyez par email, je vais l'imprimer, le corriger, le rescanner et le réenvoyer pour les gens qui veulent, vraiment. Merci. Monsieur? Très bien. Monsieur? Oui. J'ai une question. Quand vous faites, quand on trouve que le gradient de la divergence de E, c'est égal à 0, le Oui. rotationnel de E1, je ne comprends pas pourquoi il est égal à moins J oméga mu rotationnel de H1. En fait, ici, ce que je suis en train de faire, c'est l'équation 3 de Maxwell. Tu l'as devant toi? Oui ou non? Oui. Très bien. Oui, J'ai que le rotationnel de E est égal à moins mu d rond H sur d rond T. Oui ou non? Oui. Puis j'applique un rotationnel en plus. Ça devient rotationnel de E est égal à moins mu rotationnel de d rond H sur d rond T. Oui ou non? Ah oui, d'accord, oui. D rond H sur d rond T, qu'est-ce qu'elle va me donner? D rond H sur d rond T, c'est J oméga H. C'est égal à moins mu rotationnel de J oméga H. Le J oméga sort, ça devient moins J oméga mu rotationnel de H. Et le rotationnel de H, je l'ai d'après l'équation 4, qui est égal à moins J epsilon mu epsilon d rond E sur d rond T. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui ou non? Je pense. Oui. Très bien. On passe maintenant à quatrièmement. Qu'est-ce qu'ils me disent en quatrièmement? Ils me disent, donnez la relation de dispersion dans le milieu 1. Qui sait c'est quoi une équation de dispersion? L'équation de dispersion, c'est quoi? L'équation de dispersion, c'est trouver oméga en fonction de k, ou inversement, k en fonction de oméga. Ça, ces deux-là sont les relations de dispersion. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, trouver une relation de dispersion revient à dire trouver la relation entre oméga et k. Trouver oméga en fonction de k.
Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier ce qu'on avait avant. On avait delta E. On simplifie delta E. Delta E, c'est quoi? C'est d rond de x sur d rond x carré plus d rond de x par rapport à d rond y carré plus d rond de x sur d rond z carré suivant x, y et z. Or, ça c'est 0. Ça c'est 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça, c'est le seul terme qui est différent de 0. Car E est suivant X et d rond EX par rapport à Z, on n'a que E et on n'a que E1 et on a que c'est E1 exponentielle de J oméga T moins KZ suivant X. Alors, la dérivée seconde, normalement, ne doit pas changer de direction. Et toujours, ça dépend de Z. Et c'est pour cela, delta de E est égal à dEx divisé par dz carré x. Est-ce que c'est bon? Du coup, monsieur, la différence entre une équation de propagation et une relation de dispersion, c'est que on laisse plus les Laplaciens, on met que... Non, l'équation de propagation, c'est de trouver quelle est la propagation de E. Mais l'équation de dispersion, c'est trouver la relation entre oméga et K. C'est ça la différence. En fait, ça n'a rien à voir. Une dispersion, c'est trouver oméga en fonction K. L'équation de propagation, c'est seulement savoir comment E est en train de se déplacer dans le temps. Ok. D'accord? Mais on part quand même des comment dire, des équations de propagation pour trouver... Oui, on est en train de partir des équations de propagation pour trouver la relation de dispersion. C'est-à-dire, la relation de dispersion, qu'est-ce qu'elle va me dire? Ici, j'ai oméga en fonction de K. Elle va me dire que selon ce mode-là, E est en train de se propager de telle façon. Selon ce mode-là, E se propage de telle façon. En fait, il y a une question de mode, car E peut se propager de plusieurs façons. Oméga en fonction de K peut me dire sur comment elle se propage de chaque façon. C'est ça l'idée. En fait, il y a plusieurs modes de E. Ici, ça, c'est très développé pour le cadre de ce cours. Mais E, en fait, peut se propager suivant un cylindre, il peut se propager suivant 2 cylindres, il peut se propager suivant 4 cylindres. Comment je sais comment il se propage? C'est d'après la relation de dispersion. C'est-à-dire, j'ai E en fonction de, j'ai oméga en fonction de K, et pour le même cas, E peut se propager de plusieurs façons. D'accord? Allô? La personne qui m'a demandé la question. Oui, c'est bon, merci. D'accord. De même, delta H est égal à d rond carré HY divisé par dz carré suivant la direction Y. D rond X divisé par D rond Z est égal à moins J-K1 E1 exponentielle J oméga T moins K1 Z. D2 X divisé par dz carré est égal à moins K1 carré E1 exponentielle de J oméga T moins K1 Z. Les expressions peuvent s'écrire moins K1 carré E1 plus oméga carré epsilon mu E1 est égal à 0 et moins K1 carré H1 plus, en fait, ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train seulement de remplacer ce que j'ai trouvé dans troisièmement. Alors, moins K1 1x plus, je simplifie suivant x, implique que K1 oméga carré, et c'est ça la relation de dispersion. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va. Ça va. Ah. Très bien. Cinquièmement,
Calculer les rapports des amplitudes des champs E1 et H1. Par analogie aux lois de l'électricité, que représente ce rapport? Rapport des amplitudes, E1 sur H1 est égal à E1 divisé. En fait, ce rapport, si vous remontez à la question deuxièmement, hop, E1 sur H1, c'est quoi? E1 divisé par H1, c'est quoi? En fait, c'est ça les amplitudes. C'est E1 divisé par K1 E1 sur oméga mu. Je simplifie par E1, ça me donne que c'est oméga mu sur K1. Est-ce que tout le monde a compris d'où ça vient? Maintenant, on a que E1 divisé par K1 E1 sur oméga mu est égal à oméga mu sur K1. Or, d'après la relation précédente, on a que K1 est égal à oméga radical de epsilon 1 mu 1. En fait, K1 vraiment est égal à plus ou moins oméga radical de mu 1 epsilon 1. Mais pourquoi j'ai choisi la partie positive? Qui peut me dire? Qui peut me dire pourquoi j'ai choisi que K1 est égal à plus oméga radical de epsilon 1 mu 1? En fait, car si vous regardez dans l'expression, c'est exponentielle de oméga t moins kz. Quand j'ai moins kz, le K obligatoirement est positif. Si j'ai plus kz, le K est négatif. Comment c'est ça? Quoi? Comment on sait que si c'est un moins, c'est... En fait, car si je vais tendre z vers l'infini, E doit tendre vers 0. Imagine que ça, c'est plus kz. Z tend vers l'infini, ça doit tendre vers l'infini. Ce qui est impossible. Il n'y a rien qui tend vers l'infini dans la physique. Ça marche, ok. Très bien. Maintenant, E1 divisé par H1 est égal à oméga mu 1 divisé par oméga radical de epsilon 1 mu 1 est égal à radical de mu 1 divisé par epsilon 1. Or, radical de mu 1 divisé par epsilon 1 est l'impédance d'onde d'unité radicale de H sur F. En fait, c'était le radical de H divisé par M divisé par F divisé par M. Je simplifie par M, ça me donne radical de H divisé par F. C'est Henry divisé par Farad. Or, 1 sur C oméga, c'est une impédance. L oméga, c'est une impédance. L oméga divisé par C oméga, c'est une impédance au carré. Je simplifie par oméga, c'est radical de L sur C. C'est la grandeur d'une impédance. Alors, le radical de mu 1 epsilon 1 est l'impédance d'onde. Alors, c'est ce que je suis en train de trouver, c'est vraiment la résistance du milieu, c'est-à-dire le racine de mu 1 divisé par epsilon 1, c'est la résistance du milieu pour la pénétration ou pour la propagation de l'onde dans ce milieu. C'est ça en fait. Ça représente la résistance du milieu pour la pénétration de l'onde ou la propagation. La propagation de l'onde. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Ça va. Très bien. Sixièmement,
En utilisant la notation réelle du champ électrique E1 est égal à E1 cosinus oméga t moins K1R suivant la direction X, déterminer l'expression du vecteur de Poynting R. Qui sait c'est quoi le vecteur de Poynting? En fait, c'est quoi ce vecteur de Poynting duquel on parle beaucoup? En fait, c'est pas un demi de E vectoriel H, là? très bien, mais ça signifie quoi si je vais donner une définition, pas avec les formules? En fait, si je vais dicter une définition. Pas la puissance. En fait, c'est le vecteur suivant lequel l'énergie ou la puissance se dirige. En fait, c'est le vecteur qui dirige l'énergie, qui dirige la puissance. D'accord? C'est ça le vecteur Poynting, en fait. Et c'est réel de E vectoriel réel de H. Maintenant, ici, il me donne la notation réelle. Il me dit la notation réelle. Qui peut me dire c'est quoi la notation imaginaire? En fait, c'est quoi la partie imaginaire de E1? Ici, j'ai la partie réelle. C'est quoi? C'est pas E1 exponentielle J oméga T? Non, en fait, ici, c'est E1 cosinus oméga T moins K1R. Quelle est la partie imaginaire maintenant? Ça, c'est la partie réelle. Quelle est la partie imaginaire? Moins J E1 sinus oméga T moins K1Z, non? Très bien. C'est exactement ça, très bien. Très bien. Réel de E1, c'est E1 cosinus oméga T moins K1Z X. Réel de H1, c'est H1 cosinus oméga T moins K1Z suivant Y. Or, X vectoriel Y, vous vous rappelez de ça, est égal à Z. Y vectoriel Z, c'est égal à combien? X et X et Z vectoriel X est égal à Y. Si vous faites le calcul, vous allez obtenir ça. En fait, X c'est 1, 0, 0, Y c'est 0, 1, 0. C'est ça ce que vous allez obtenir. X vectoriel Y c'est Z, Y vectoriel Z est X, et Z vectoriel X c'est Y. X vectoriel Z, c'est moins Y. Ça, c'est clair. Maintenant, ici, on a X vectoriel Y, c'est Z. Et maintenant, on a E1 fois H1. Or, l'amplitude de H1, c'est K1 E1 sur oméga mu. Alors, c'est K1 sur oméga mu. E1 fois E1, c'est E1 carré, cosinus carré, oméga T moins K1Z. C'est clair? Ouais. Très bien. Calculer sa valeur moyenne. Quand on dit la valeur moyenne, on est en train de calculer cette valeur par rapport à une période de temps. Période de temps. T. Très bien. Alors, R est égal à 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, R dt est égal à K1 divisé par oméga mu 1, 1 sur T, intégrale de 0 à T, 1 carré, cosinus carré, oméga T moins K1Z, Z dt est égal à K1 sur oméga mu 1, 1 carré Z sur 2T, intégrale de 0 à T, 1 moins cosinus de oméga moins K1Z dt. Le 1 sort, ça devient un T, c'est T moins 0 entre T et 0. Et E1Z de T de oméga sinus de oméga moins K1Z entre 0 et T. Ça, normalement, est égal à 0, car un sinus dans une période est égal à 0.
qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner que R est égal à K1, E1Z sur 2T, T moins 0, tout ce terme-là qui va être normalement est égal à 0. En fait, ici, j'ai montré le calcul pourquoi c'est égal à 0, mais directement, vous pouvez écrire car c'est un sinus sur une période. Alors, R est égal à 1 demi, 1 carré, K1 fois Z, oméga mu 1. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est clair. Très bien. Maintenant, huitièmement, retrouvez l'expression de R en utilisant la notation complexe des champs. R est égal à 0,5 E vectoriel H étoile est égal à 0,5 E1 exponentielle J oméga T moins K1 Z vectoriel 1 sur oméga mu fois K1 E1 exponentielle moins J oméga T suivant Y, X vectoriel Y c'est Z, plus exponentielle moins exponentielle, ça se simplifie, et il me reste que c'est 1 demi E1 carré K1 sur oméga mu 1. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Monsieur, la formule du R est égale à 0,5 du champ électrique vectoriel, le conjugué de champ magnétique, c'est à savoir? Ou Oui. on l'a déduit quelque chose? Non, non, non. En fait, c'est à savoir. En fait, on l'a déduit de quelque chose. En fait, si tu regardes le cours, je crois que vous avez fait la démonstration que R est égal à 1 demi E vectoriel de B étoile sur mu. Non? En fait, cette formule vient de l'énergie électromagnétique. Ça, c'est l'énergie électromagnétique. En fait, ça, c'est le vecteur pointing de l'énergie électromagnétique. Il me semble que vous avez vu ça dans le cours, non? Je ne me rappelle plus, mais peut-être. En fait, peu importe, il faut savoir cette formule, oui. Ça, c'est sûr. Cette formule, on doit la savoir. Et vous allez l'utiliser beaucoup dans les années prochaines, en fait. Maintenant, neuvièmement, la puissance moyenne par unité de surface. En fait, comme ici, ils me disent unité de surface, on suppose que cette unité est sigma Z. Comment on trouve cette unité de surface? Je fais sigma Z fois R. C'est égal à sigma, comme c'est une unité de surface, c'est 1. Z fois Z, c'est 1 fois 1 demi E1 carré K1 divisé par oméga U1. D'où je vais avoir que c'est 1 demi E1 K1 divisé par oméga mu1. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. En fait, ici, ils me disent que c'est une unité de surface. Unité de surface, c'est sigma fois Z. C'est ça la définition d'une unité de surface. Oui. En fait, j'ai ici, j'ai défini ça comme unité de surface. Et c'est ça le vecteur normal, Z. Et ça, c'est mon sigma. J'ai sigma fois Z fois le vecteur pointing R. Sigma est égal à 1 car c'est une unité de surface. Z fois Z est égal à 1 car c'est la norme du vecteur unitaire fois 1 demi E1 carré K1 divisé par oméga mu 1. Ce qui me donne que c'est 1 demi E1 carré K1 divisé par oméga mu 1. Le sigma, c'est juste 1 ou c'est noté? Le sigma, c'est juste 1 en fait, car c'est une surface unitaire. Ok. C'est ça la définition en fait d'une surface unitaire. La définition d'une surface unitaire, dans ce cas, c'est sigma est égal à x vectoriel de k, à x vectoriel y. Ce qui me donne que c'est 1 par 7.
Ou bien on peut voir que c'est 1 fois 1, et ça, c'est le vecteur normal. Il y a plusieurs façons de voir sigma. D'accord? Très bien. Maintenant, donnez les conditions de continuité à l'interface des deux milieux. J'ai n vectoriel E1 moins E2 est égal à 0. N vectoriel H1 moins H2 est égal à JS, où JS est la densité des charges et la densité du champ électrique, et sigma S est la densité des charges électriques. N scalaire B1 moins B2 est égal à 0. N scalaire D1 moins D2 est égal à sigma S. Dans les milieux diélectriques, qui sont normalement des milieux isolants, j'ai que JS est égal à 0 et sigma S est égal à 0. C'est-à-dire, c'est quoi la condition de continuité? La condition de continuité, c'est-à-dire, c'est pour pouvoir dire que le champ 1 est vraiment le même qui est en train de traverser, ce n'est pas un autre champ. C'est ça la condition de continuité, c'est-à-dire, si jamais je n'ai pas ces conditions, soit le champ ne traverse pas, soit je suis en train de créer un nouvel champ dans le milieu 2. Je suis en train de créer un nouveau champ. C'est pour cela que j'ai défini mes conditions de continuité. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Oui ou non? Non. 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 Très bien. Maintenant, à partir de la configuration, on peut écrire que E tangentiel 1 est égal à E tangentiel 2. E tangentiel 1 est égal à E tangentiel 2. HT1 est égal à HT2. Le vecteur H tangentiel 1 est égal à H tangentiel 2. BN1 est égal à BN2. DN1 est égal à DN2. Le vecteur normal est égal, le champ magnétique normal est égal au champ magnétique normal. Hop, il y a quelque chose dans le chat. Oui, bien sûr. S'il vous plaît, dites-moi quand je peux changer de diapo. Vous pouvez expliquer ce que c'est les vecteurs tangentiels et normaux? Oui, bien sûr. En fait, ici, ça n'a pas vraiment de sens car E est suivant seulement X et H est seulement suivant Y. Mais imagine que j'ai un vecteur. Imagine que j'ai un vecteur qui est comme ça. Imagine que E est comme ça. Alors, j'ai une projection suivant X et j'ai une projection suivant Z. Ça, c'est le vecteur tangentiel et ça, c'est le vecteur normal. Le vecteur normal, c'est le vecteur qui est perpendiculaire à la surface et le vecteur tangentiel est le vecteur qui est parallèle à la surface. C'est ça la surface. Tout le monde peut voir la surface entre le milieu 1 et le milieu 2, oui? Imagine que j'ai le vecteur E qui est comme ça. Alors, tangentiellement, il doit être le même. Mais de la façon normale, je vais avoir que le normal est l'opposé. C'est le moins, car j'ai une réflexion. Ici, comme E est seulement suivant X, tangentiel égale tangentiel et normal égale normal, car le normal est égal à 0. En fait, ça n'a pas de sens de parler de normal, mais... Tu as compris? La personne qui a demandé la question. Oui, merci. Et ici, vraiment, encore pour H. Comme H a seulement une seule grandeur. En fait, la surface, tu sais, c'est une surface, en fait, c'est comme ça. Comme H a seulement une seule grandeur, c'est vraiment la même, c'est-à-dire. Mais si jamais H était comme ça, suivant Y et Z, la réflexion devrait être moins. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, E qui était comme ça, il devient comme ça. Pardon. Ça, on peut le savoir à partir de ce que vous avez marqué n vectoriel E1 moins E2 égale 0. Exactement. D'accord. En fait, ce sont ces relations-là.
Très bien, et Bn1 est égal à Bn2, Dn1 est égal à Dn2. E1i plus E1r est égal à E2, H1i moins H1r est égal à H2, car normalement, quand je vais passer, la réflexion doit subir sur un des vecteurs. C'est soit H, soit E. Ici, comme H est suivant Y, si on regarde les formules d'avant, en fait, c'est soit E, soit H, si je vais avoir le moins. C'est soit le premier, soit sur H. D'après la configuration qu'on peut voir ici, c'est que la propagation est suivant Z, E est vraiment suivant X, H est vraiment suivant Y. On a choisi que ce soit H qui est en train de faire la réflexion, car c'est comme ça qu'on est en train de descendre. C'est E, sens de propagation H. Une fois j'ai la réflexion, comment la propagation doit tourner. En tournant la propagation, le X va rester le même. Le Z, bien sûr, change de propagation, d'où H devient un moins H. C'est-à-dire, c'est ça la propagation, sens de propagation. Pour la réflexion, le sens de propagation va devenir de l'autre côté. Et je vais avoir Z, X et Y. Ça, c'est le Z. D'où c'est H1i moins H1r réfléchi est égal à H2. Est-ce que c'est clair? Vous le représentez comment? E2, H2, etc. En fait, ici, ils ne m'ont pas demandé, mais je vais vous représenter pour que ce soit clair pour vous. En fait, ça, c'est le E1 incident, qui est le même, le E1 réfléchi. Alors, ça, c'est le E2 ici. C'est E1 plus R. En fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit que H1 est égal à H2. Ça, c'est le H2. Et ça, c'est la propagation. Ça, c'est 2. Ça, c'est incident. Maintenant, pour le réfléchi, Z devient comme ça. X, Z. Et le Y devient de ce côté. C'est bon? La personne qui m'a demandé la question, est-ce que c'est bon? Oui, merci. Très bien. Or, E1i divisé par N1, en fait, d'où on a ces formules-là, on sait que on a trouvé que H1 est égal à combien? D'après la question deuxièmement, on a trouvé que H1, c'est K1 divisé par oméga mu E1. Ça, c'est égal à E1 divisé par N1. En fait, cette grandeur-là, c'est 1 divisé par N1. D'où E1i divisé par N1 moins E1r divisé par N1 est égal à E2 divisé par N2. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Oui ou non? Non, pas de question. Très bien. C'est bon. Maintenant, 11e, déterminer les expressions des champs dans le milieu de. D'une façon simple, on fait un système, deux équations, où l'inconnu est E2. On additionne, on divise le premier, ça c'est l'équation 1, ça c'est l'équation 2. On fait 1 divisé par N1 plus 2.
ça me donne que c'est 2E1i divisé par N1 est égal à E2 sur N1 plus E2 sur N2, implique E2 facteur de N2 plus N1 divisé par N2, N1 est égal à 2E1i divisé par N1, donc E2 est égal à 2E1i divisé par N1 fois N2, N1 divisé par N2 plus N1, implique E2 est égal à 2,1i N2 sur N2 plus N1. Ici, on simplifie par N1. Et puis, on remplace E1i par sa valeur initiale. On trouve que E2, c'est... Hop. On trouve que E2, c'est 2, N2, N2 plus 1 exponentielle de J oméga T moins K1 Z X. Monsieur? En fait, ici, ce sont des vecteurs. Désolé. Hop. Ici, ce sont des vecteurs. Oui, la personne qui va me demander une question. C'est quoi la différence entre E1i et E1r? E1i, c'est incident. E1r, c'est la partie réfléchie qui n'a pas entré le milieu de. En fait, ça, c'est le milieu de. J'ai une partie incidente, une partie réfléchie et une partie transmise. OK. L'incident, réfléchi, transmise. Est-ce que c'est clair? En fait, le E1 réfléchi et le E1 incident et le E1 réfléchi sont dans le même milieu, mais ils n'ont pas la même amplitude. La personne qui m'a demandé la question, est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Et de même, on peut calculer H2 qui est égal à E2 sur N2 implique que H2 est égal à 2 divisé par N2 plus N1, E1 exponentielle de J oméga T moins K1 Z Y. Ça, c'est très simple, car H2 est égal à E2 sur N2. Très bien. Désolé, en fait, c'est d'ici qu'on a 13e. Maintenant, calculer la puissance moyenne par unité de surface de l'onde électromagnétique dans le milieu 2. On a que R2 est égal à 0,5 E2 vectoriel H2 étoile est égal à 0,5 4 E1 carré N2 divisé par N1 plus N2 carré Z. En fait, car ici on a exponentielle fois moins exponentielle, on les simplifie. On a 0,5, ici on a 2. D'après E2, on a ici un N2 qui s'ajoute. Tout calcul fait va nous donner que c'est égal à 2E1 carré N2 divisé par N1 plus N2 au carré Z. Pour trouver maintenant la puissance P, qu'est-ce qu'on fait? La même chose, c'est 1 Z fois Z qui est égal à 1 fois 2 E1 carré N2 divisé par N1 plus N2 au carré. Et c'est ça, P. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Oui ou non? Oui ou non? Non. Très bien. Donnez une relation entre epsilon 1, mu 1, epsilon 2 et mu 2 découlant du transfert maximum de puissance de l'onde électromagnétique du milieu 1 vers le milieu 2. En fait, on a déjà trouvé P1. P1, avec toutes les réductions qu'on peut trouver, ça va nous donner que P1 est égal à 0,5 E1 carré radical de epsilon sur mu 1.
Et P2 est égal à E1 carré 1, 2, N2 divisé par N1 plus N2 au carré. P1 égale P2 implique que 1 sur N1 est égal à 4 N2 divisé par N1 plus N2 au carré, implique que 4 N1 N2 est égal à N1 carré plus N2 carré plus 2 N1 N2. N1 carré plus N2 carré moins 2 N1 N2 est égal à 0. Vrai pour N1 est égal à N2. Et ça, vous pouvez l'écrire que c'est epsilon 1 sur mu1 est égal à radical de epsilon 2 sur mu2. Maintenant, c'est quand qu'on a parlé d'une puissance maximale transfert. Qui peut me dire, quand on a parlé de ces termes-là, transfert maximum de puissance, puissance adaptée, tout ça, c'est quand qu'on a parlé de tout ça? Pour l'adaptation. Exactement. Et c'était quand qu'on a adaptation? Quand on change de milieu entre, par exemple, le câble et... Non, en électricité. On est en train maintenant de faire l'analogie avec les lois de l'électricité. En électricité, c'est quand on avait d'adaptation? C'est quand il y avait de la réflexion? Exactement, c'est-à-dire c'est quand ZC est égal à ZL. Ce n'est pas ça? Quand ZC est égal à ZL, la réflexion était 0. Et on avait une adaptation parfaite et on avait une puissance maximale transmise. Alors, N1 est égal à N2, on a un transfert maximal, ce qui nous rappelle de ZL est égal à ZC, où on a un transfert maximal de puissance dans les circuits électriques. Est-ce que c'est bon? Oui. On a terminé ce TD. C'est le TD numéro 8, onde plane en incidence normale sur interface diélectrique. Si quelqu'un veut faire le troisièmement à titre de devoir, je suis prêt à corriger. Et je reste pour vos questions.